Inès se tenait au beau milieu du salon, observant les visages triomphants de son mari et de sa belle-mère. Olivier était assis sur le canapé, confortablement adossé au dossier, comme s'il célébrait déjà sa grande victoire. Sa mère, Valentine, faisait les 100 pas dans la pièce, jetant périodiquement des regards pleins de mépris à sa belle-fille. « Eh bien, ma petite Inès, » déclara la belle-mère en allongeant les mots, insistant lourdement sur le diminutif affectueux. « Peut-être vas-tu enfin avouer ce que tu as fait de cet argent ? » Inès gardait le silence. Elle comprenait parfaitement ce qui était en train de se passer. Depuis 6 mois, elle sentait l'étau se resserrer autour d'elle, lentement mais sûrement. Olivier était devenu froid et distant, tandis que les visites de sa belle-mère s'étaient multipliées, devenant absolument insupportables. Bonjour les amis. Avant de poursuivre notre récit, veuillez nous écrire dans les commentaires depuis quelle ville vous nous écoutez, afin que nous puissions mieux connaître notre public. Bonne écoute à tous. Valentine s'était pratiquement installée chez eux, monopolisant la chambre d'amis et se comportant comme la véritable maîtresse de maison. 2 jours plus tôt, Inès avait surpris, par pur hasard, l'une de leurs conversations dans la cuisine. La porte était restée entr'ouverte, et elle s'était figée dans le couloir, lorsque les mots de son mari lui étaient parvenus. « Maman, je ne suis vraiment pas sûre que ce soit la bonne solution. »« Mon petit Olivier chéri, » répondit Valentine, d'une voix mielleuse et sucrée comme du sirop. « Tu comprends bien qu'elle n'est pas du tout faite pour toi. Je te l'ai dit depuis le tout début, et aujourd'hui, tu as enfin l'opportunité de tout corriger. Lucille t'attend. Elle est amoureuse de toi depuis l'université. Elle vient d'une excellente famille, elle a de l'argent, de bonnes relations à la mairie. Alors que celle-ci, c'est une simple fille de la campagne. » Dans le couloir, Inès serra les poings. Une fille de la campagne. Valentine ne lui avait jamais pardonné ses origines modestes, et ce, bien qu'Inès ait obtenu son master avec mention très bien, et qu'elle occupe désormais le poste de chef comptable dans une entreprise parisienne très réputée. « Mais nous ne pouvons pas divorcer comme ça, tout simplement, » murmura Olivier. « L'appartement est à son nom, elle va exiger une énorme compensation financière. C'est exactement pour cette raison que nous allons tout mettre en scène, pour qu'elle reparte les mains vides. Est-ce que tu me fais confiance ? » Une lourde pause s'ensuivit, puis Inès entendit une voix basse. « Je te fais confiance. » À cet instant précis, son monde entier bascula. L'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 5 ans, celui à qui elle avait offert les plus belles années de sa jeunesse, planifiait froidement sa destruction. Et tout cela, pour les beaux yeux de Lucille, cette fameuse ancienne camarade de classe qui réapparaissait constamment à l'horizon, qui appelait pour les fêtes, et qu'il croisait, par hasard, dans les centres commerciaux. Cependant, Inès n'était pas du genre à baisser les bras sans se battre. Ayant grandi dans une famille modeste, elle s'était frayé un chemin toute seule, s'habituant très tôt à ne compter que sur elle-même. Puisqu'ils avaient décidé de jouer à un jeu particulièrement sordide, elle allait leur montrer qui, ici, en maîtrisait véritablement les règles. Le lendemain matin, Inès prit une journée de congé à son travail. Elle savait pertinemment qu'Olivier resterait au bureau jusqu'au soir, et que sa belle-mère sortirait rejoindre ses amis. Valentine ne ratait pour rien au monde ses rendez-vous hebdomadaires au salon de thé. Inès disposait donc de quelques heures précieuses. Elle commença par installer des caméras cachées dans l'appartement. Ce dispositif minuscule, quasiment invisible, fut placé stratégiquement dans le salon, la chambre et le couloir. Elle dissimula l'une des caméras avec un soin tout particulier dans la chambre à coucher, en la braquant directement sur la commode, ce meuble précis où elle rangeait ses affaires personnelles. Ensuite, Inès ouvrit le coffre-fort qui se trouvait dissimulé dans l'armoire. Olivier était persuadé qu'elle en ignorait le code, mais elle l'avait deviné depuis bien longtemps. C'était la date de naissance de Valentine. Comment aurait-il pu en être autrement ? À l'intérieur, elle découvrit les documents de l'appartement, des bijoux de valeur, ainsi que 2 épaisses enveloppes remplies de billets. Inès photographia tout le contenu du coffre, en prenant soin d'immortaliser avec précision les numéros de série des billets contenus dans les enveloppes. Puis, elle fit une chose supplémentaire, elle prit l'une des enveloppes, qui contenait très exactement 200 000 €.
Elle recompta la somme à 2 reprises, puis se rendit directement à la banque. Sur place, elle déposa cet argent sur un compte épargne ouvert à son propre nom, en insistant pour que le guichetier lui remette un reçu détaillé, mentionnant expressément les numéros de série des coupures. Bien que surpris par cette demande inhabituelle, l'employé de banque s'exécuta. Inès s'assura également que son passage au guichet soit bien filmé par les caméras de sécurité de l'établissement, avec l'heure et la date exacte. De retour chez elle, elle replaça dans le coffre-fort une enveloppe totalement vide, mais visuellement identique à celle qu'elle avait emportée. Olivier et Valentine ne vérifiaient certainement pas le contenu du coffre tous les jours. Et ce matin, en sortant de la douche, Inès aperçut sa belle-mère qui sortait discrètement de la chambre conjugale. Le visage de Valentine affichait un triomphe qu'elle peinait à dissimuler. « Bonjour, Valentine », salua calmement Inès. « Bonjour », répondit l'autre sèchement, avant de passer son chemin. Inès pénétra dans la chambre. Le tiroir supérieur de sa commode était légèrement entrouvert. Elle le tira complètement, et découvrit une enveloppe, grossièrement dissimulée sous ses sous-vêtements. C'était une enveloppe épaisse, visiblement bourrée de billets. Inès sourit intérieurement. Ils avaient donc décidé de passer à l'action aujourd'hui même. Sans toucher à l'enveloppe, elle s'habilla calmement, puis rejoignit la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Olivier était assis à table, le visage fermé, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Valentine s'affairait autour de la cuisinière, jouant à la perfection son rôle de belle-mère attentionnée. La journée s'étira, lente et douloureuse. Ce jour-là, Inès travaillait depuis la maison, mais elle était incapable de se concentrer. Elle consultait sans cesse l'application reliée à ses caméras cachées, guettant la moindre évolution de la situation. En fin d'après-midi, Olivier rentra du travail un peu plus tôt que d'habitude. Valentine s'approcha immédiatement de lui. Ils chuchotèrent longuement dans la cuisine, puis la belle-mère s'exclama d'une voix forte et théâtrale. « Olivier, mon chéri, de l'argent a disparu de mon sac. 200 000 €. Je devais absolument les déposer demain pour payer l'appartement de Nina. » Nina était la fille cadette de Valentine, et la véritable chouchoute de la famille. Inès sortit de son bureau, feignant l'inquiétude. « Que se passe-t-il ? » « L'argent de ma mère a disparu, » déclara Olivier, la fixant avec un regard accusateur. 200 000 €. Elle est absolument certaine qu'ils étaient dans son sac ce matin. « Vous en êtes sûre ? Demanda calmement Inès. « Vous ne les auriez pas rangés ailleurs, par hasard ? » Je n'ai rien déplacé du tout, s'emporta Valentine. À part nous trois, personne n'est entré dans cet appartement. Et je sais très bien qui m'a pris cet argent. Un lourd silence tomba sur la pièce. Inès vit Olivier déglutir, se préparant visiblement à réciter son texte appris par cœur. Inès, tu ne les aurais pas pris par accident ? Si tu avais besoin d'argent en urgence pour quelque chose, tu aurais pu simplement nous le dire. Je n'ai pris aucun argent, répondit Inès, d'un ton ferme et assuré. Dans ce cas, tu ne verras aucun inconvénient à ce que nous fouillions tes affaires ? Valentine se dirigeait déjà vers la chambre. Valentine, c'est totalement déplacé. Qu'y a-t-il de déplacé ? Une somme énorme a disparu. Si tu n'as rien pris, tu n'as absolument rien à craindre. La belle-mère entra d'un pas décidé dans la chambre. Olivier la suivit de près, et Inès fermait la marche, conservant un calme olympien en apparence, bien que son cœur battît à tout rompre dans sa poitrine. Avec un geste très dramatique, Valentine ouvrit le tiroir de la commode, y plongea la main, et en ressortit l'enveloppe une seconde plus tard. « Les voilà. Voilà mon argent. » La voix de la belle-mère tremblait d'une fausse indignation, mais ses yeux brillaient d'une victoire évidente. « Ils étaient cachés dans ta commode. Comment as-tu pu, Inès ? Comment as-tu osé me voler l'argent destiné à ma propre fille ? » Olivier regardait sa femme avec une expression de choc et de profonde déception, une comédie presque convaincante. « Inès, c'est la vérité ? Tu as volé ma mère ? » « Je n'ai rien volé, » répéta Inès, « et je n'ai pas la moindre idée de la façon dont cette enveloppe a atterri dans ma commode. »« Ne mens pas, » hurla Valentine.
On a retrouvé l'argent dans tes affaires. Olivier, appelle immédiatement la police. Qu'elle réponde de ses actes devant la justice. Maman, ce n'est peut-être pas la peine d'aller si loin, tenta de tempérer Olivier, mais sa mère lui coupa sèchement la parole. Hors de question. Je ne permettrai pas qu'une telle voleuse reste impunie. Appelle la police tout de suite. Olivier sortit son téléphone et composa le numéro. Inès l'écouta signaler un vol à l'agent de garde, demander l'intervention d'une patrouille, et donner leur adresse exacte. Lorsqu'il raccrocha, un silence pesant s'installa dans la pièce. Ils seront là dans 20 minutes, annonça-t-il. Valentine observait sa belle-fille avec un sourire triomphant, serrant jalousement l'enveloppe contre elle. Olivier, lui, s'était tourné vers la fenêtre, mais Inès voyait bien le muscle de sa mâchoire se contracter nerveusement. Et soudain, Inès éclata de rire. Un rire fort, sincère, venant du fond de son âme. Elle riait aux larmes, tandis que son mari et sa belle-mère la dévisageaient, totalement déconcertés. « Tu as complètement perdu la tête, cracha Valentine. Tu vas te faire arrêter, et tu trouves ça drôle ?» Inès essuya les larmes au coin de ses yeux, et les regarda tous les deux. Il y avait dans son regard une lueur si particulière, qu'Olivier recula involontairement d'un pas. « Ce que vous ne savez pas encore, commença-t-il, luttant pour réprimer un nouveau fou rire, c'est que la veille de tout cela, j'ai... » Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, savourant l'expression de panique qui naissait sur les visages de son mari et de sa belle-mère. Olivier fronça les sourcils, tandis que Valentine pinçait les lèvres. « Qu'est-ce que tu marmonnes encore » demanda sèchement la belle-mère. « La police est en route, tes petites inventions ne te sauveront pas. » « Mes inventions ?» Inès se tourna vers elle, son sourire s'élargissant encore davantage. « Valentine, pensez-vous réellement que je n'ai pas remarqué quand vous fouilliez dans ma commode ? Ou qu'Olivier a lancé ce sujet hier soir, comme par hasard, en affirmant qu'il avait urgemment besoin de fonds pour un projet ? » Olivier blêmit instantanément. Valentine releva le menton, mais une ombre de doute traversa son regard. « Tu dis n'importe quoi » grinça Olivier entre ses dents. « L'argent a été retrouvé dans tes affaires. C'est un fait indéniable. » Un fait ? Inès sortit son propre téléphone de sa poche. « Très bien, parlons des faits. Hier après-midi, à 15h37 précise, je suis entrée dans le bureau. Olivier, tu étais au travail, et ta mère buvait le thé chez une amie. » Olivier fit un pas en avant, tendant la main vers l'appareil. « Je ne te le conseille pas » l'interrompit froidement Inès, en cachant le téléphone derrière son dos. « Tout ce dont j'ai besoin est déjà stocké en lieu sûr. Sur ce téléphone, il n'y a que des copies. » « Des copies de quoi ?» La voix de Valentine chevrotait légèrement. « Les copies des photos du contenu du coffre-fort, » répondit Inès, avec un calme olympien. « Vous savez, Olivier a la mauvaise habitude de garder son mot de passe noté dans un carnet, dans le tiroir de son bureau. Ce n'est pas très prudent pour un homme qui planifie de piéger sa propre épouse. » Le silence tomba, lourd et oppressant, dans le salon. Olivier resta figé, son visage virant au cramoisi. « Tu as forcé mon coffre ? » Techniquement, non. J'ai simplement utilisé ton mot de passe. Inès haussa les épaules. Savez-vous ce que j'y ai découvert ? 200 000 € en liquide, soigneusement emballés dans une enveloppe. J'ai même pris le temps de photographier le numéro de série de chaque billet. C'est plutôt utile, n'est-ce pas ? Valentine s'agrippa au dossier d'une chaise, son expression triomphante cédant la place à une panique totale. Ce sont les économies de notre famille, hurla-t-elle. Tu les as volées ? Volées ? Inès éclata de rire. Non, Valentine, je les ai simplement empruntées, temporairement. Et savez-vous ce que j'en ai fait ? Elle marqua une pause, savourant pleinement l'instant. Olivier, livide, serrait les poings. Sa belle-mère agrippait la chaise avec une telle force que ses jointures blanchissaient. Je les ai apportés à la banque, et je les ai déposés sur un compte épargne, à mon nom. Hier, à 16h20.
Je possède tous les reçus officiels prouvant que c'est bien moi qui ai déposé cet argent, avec ses numéros de série précis. Espèce de... Olivier fit un pas vers elle, mais Inès leva la main, impérieuse. Je n'ai pas terminé. Après avoir déposé les fonds, je suis rentrée, et j'ai placé une enveloppe vide dans votre coffre, exactement la même, bien scellée. Vous n'avez même pas pris la peine d'en vérifier le contenu, n'est-ce pas, Valentine ? Vous avez juste pris l'enveloppe, et vous l'avez glissée dans ma commode. La belle-mère ouvrit la bouche, incapable de formuler le moindre son. Son teint virait au grisâtre. Et ce n'est pas tout, poursuivit Inès, en sortant une petite clé USB de sa poche. Vous voyez ceci ? Ce sont les enregistrements des caméras cachées, que j'ai installées dans tout l'appartement il y a 3 jours, juste après avoir entendu votre charmante discussion sur la manière de me détruire. Olivier se retourna brusquement, balayant la pièce d'un regard fiévreux, espérant repérer les objectifs. Ne vous fatiguez pas, sourit Inès. Elles sont minuscules, c'est du matériel de professionnel. Sur les images, on voit très clairement comment vous, Valentine, vous êtes introduite dans ma chambre hier soir, avez ouvert la commode, et y avez glissé l'enveloppe. On voit aussi comment vous chuchotiez avec Olivier ce matin, en calculant le meilleur moment pour appeler la police. Et le plus important, elle marqua une pause dramatique, on vous entend détailler votre plan pour vous débarrasser de moi, afin qu'Olivier puisse retourner dans les bras de sa précieuse Lucille. Lucille ? Valentine se tourna brusquement vers son fils. Tu m'avais dit que c'était juste. Maman, tais-toi, hurla Olivier. Oh, je vous en prie, ne vous taisez pas, Inès s'adossa au canapé, croisant les bras. Je suis très curieuse d'entendre comment vous allez expliquer tout cela aux agents de police. Dénonciation calomnieuse, falsification de preuves, tentative d'escroquerie. Vous connaissez les peines de prison prévues par le Code pénal français pour ce genre de délit ? À cet instant précis, la sonnette retentit. 3 coups brefs. La police. Olivier se précipita vers l'entrée, mais Inès fut plus rapide. Je vais ouvrir. Après tout, c'est pour moi qu'il se déplace, n'est-ce pas ? Elle traversa le couloir, sentant dans son dos les regards désespérés qu'échangeaient Olivier et sa mère. Elle ouvrit la porte. Sur le palier se tenaient 2 agents de police, un homme d'âge mûr au trait fatigué, et une jeune femme au regard perçant. Bonjour. Nous intervenons pour un signalement de vol, commença l'officier le plus âgé. Entrez, je vous en prie, répondit Inès, en ouvrant grand la porte. Vous tombez à pic. J'allais justement déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et tentative de falsification de preuves. Les agents échangèrent un regard perplexe, puis pénétrèrent dans le salon. Olivier et Valentine semblaient pétrifiés. La belle-mère déglutissait avec difficulté, tandis que son fils était si pâle que ses lèvres en devenaient blanches. « Que se passe-t-il exactement » demanda la policière, sortant son carnet. « Ma femme a volé 200 000 € dans mon coffre », s'empressa de crier Olivier, tentant de prendre les devants. « Nous avons retrouvé l'argent dans sa commode. »« Est-ce exact, madame ?» L'officier se tourna vers Inès. « Partiellement », répondit-elle d'une voix posée. « L'argent a bien été retrouvé dans ma commode, mais ce n'est pas moi qui l'y ai placé. C'est ma belle-mère. Et j'en possède la preuve en vidéo. » « Une vidéo ?» répéta la policière. Inès hocha la tête, et lui tendit la clé USB. Ce sont les enregistrements des caméras cachées, installés depuis 3 jours. Vous y verrez exactement comment l'enveloppe a atterri dans mes affaires. Et vous y entendrez les conversations où mon mari et ma belle-mère complotent pour me piéger, afin d'obtenir un divorce pour faute, et me dépouiller de tous mes biens. L'officier prit la clé USB, l'examinant avec gravité. Ce sont de très graves accusations, madame. J'ai toutes les preuves nécessaires. Inès sortit un dossier de son sac. Hier, j'ai remarqué qu'une enveloppe contenant de l'argent avait disparu du coffre-fort de mon mari. La veille, j'avais photographié le contenu du coffre. Voici les photos, avec les numéros de série bien visibles. Ensuite, j'ai déposé cet argent à la banque.
Voici le reçu officiel, avec les mêmes numéros de série. Tout cela s'est déroulé hier, bien avant que l'on ne découvre miraculeusement l'enveloppe dans ma chambre. Les agents se penchèrent sur les documents, la jeune femme comparant attentivement les numéros sur les photos avec ceux du bordereau bancaire. Attendez. Olivier fit un pas en avant. Elle avoue elle-même avoir pris l'argent dans le coffre. C'est un vol. J'ai pris de l'argent dans un coffre situé dans mon propre appartement, corrigea sèchement Inès. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens, Olivier. C'est un patrimoine commun. J'avais le droit le plus strict de disposer de ces fonds. En revanche, la falsification de preuves et la dénonciation calomnieuse sont des délits passibles du tribunal correctionnel. Elle ment, hurla Valentine, la voix stridente. Nous n'avons jamais caché d'enveloppe. Alors, comment est-elle arrivée dans mon tiroir demanda placidement Inès. Sur la vidéo, on voit très clairement qu'avant votre passage dans ma chambre hier soir, l'enveloppe n'y était pas. Et qu'elle y était après. La jeune policière leva les yeux de ses notes. Il va nous falloir visionner ces images, et vérifier les informations auprès de votre banque. Bien entendu, acquiesça Inès. Je suis à votre entière disposition. J'ai également des enregistrements audio, où le plan pour me piéger est discuté dans ses moindres détails. Olivier s'effondra sur une chaise, se cachant le visage dans les mains. Valentine respirait bruyamment, son arrogance s'étant totalement volatilisée. Vous allez devoir nous accompagner au commissariat, déclara l'officier, en fixant Olivier et sa mère. Pour y être auditionné. Si les accusations sont confirmées, commença la policière. Elles le seront, conclut Inès d'une voix basse, mais ferme. J'ai toutes les preuves. J'ai eu 3 jours pour me préparer. Le capitaine Moreau examinait attentivement les documents sur l'écran de la tablette qu'Inès venait de lui remettre. Le visage d'Olivier, rouge de colère un peu plus tôt, avait viré au gris cendre. Valentine serrait convulsivement un mouchoir froissé entre ses doigts, ses lèvres remuant sans émettre le moindre son. Bien, murmura Moreau, en posant la tablette. Madame, si je comprends bien, vous étiez informée à l'avance de cette provocation. Tout à fait, répondit Inès, s'installant confortablement dans son fauteuil. Ses mains ne tremblaient plus, et sa voix était claire. Il y a 3 jours, j'ai entendu par hasard mon mari et sa mère discuter de leur plan pour me discréditer. Ils voulaient m'accuser de vol, afin que je me retrouve à la rue après le divorce. C'est un mensonge absolu, s'écria Valentine. C'est elle qui a tout manigancé. Elle a volé l'argent dans le coffre de mon fils. Le capitaine leva une main autoritaire pour exiger le silence. Poursuivez, madame. Inès sortit de son sac un dossier parfaitement ordonné. Après avoir découvert leurs intentions, j'ai fait installer un système de vidéosurveillance dans l'appartement. Voici le contrat signé avec la société de sécurité. Elle déposa le document sur le bureau. Ensuite, j'ai constaté qu'Olivier gardait une grosse somme en liquide dans le coffre. J'ai photographié chaque billet, en m'assurant que les numéros de série soient lisibles. Olivier tenta de se lever, mais un geste ferme de l'agent de police le cloua sur sa chaise. « Vous avez forcé le coffre ?» demanda le capitaine. Je connaissais le code, sourit Inès. Mon mari n'a jamais brillé par son originalité. Continuez. Le lendemain, j'ai apporté cet argent à la banque, et je l'ai placé sur un compte de dépôt à mon nom. Inès posa le reçu bancaire sur la table. Comme vous pouvez le constater, ce document mentionne la date, l'heure exacte de l'opération, ainsi que la liste complète des numéros de série. Tout est prouvé. Les caméras de la banque peuvent également en attester. J'ai même fait certifier cet inventaire par un notaire. Moreau prit le reçu, vérifia les numéros en les comparant avec les photos de la tablette. 200 000 euros, constata-t-il. Une somme particulièrement importante. Cet argent fait partie intégrante de mon patrimoine conjugal, poursuivit Inès, imperturbable. Olivier et moi sommes mariés depuis 7 ans sous le régime de la communauté de biens. Je disposais du droit absolu de placer cet argent.
Elle n'en avait pas le droit, explosa soudain Olivier. C'est mon argent. C'est moi qui l'ai gagné. Prouvez-le, rétorqua Inès, avec un calme déconcertant. Présentez donc votre déclaration d'impôt. Expliquez au fisc comment vous avez pu accumuler 200 000 € en liquide. Olivier blêmit encore davantage, et Inès vit sa mâchoire se crisper violemment. Elle savait pertinemment que cet argent provenait de circuits douteux, liés aux affaires louches de son entreprise de BTP. Il lui était impossible de le déclarer officiellement. Monsieur, intervint le capitaine Moreau d'un ton sévère, je vous conseille vivement de réfléchir avant de parler. La moindre de vos déclarations sera minutieusement vérifiée, y compris par les services fiscaux. Olivier déglutit difficilement et détourna le regard. Bien, reprit le capitaine en se tournant vers Inès. Vous avez donc retiré les fonds, et vous les avez placés à la banque. Mais qu'avez-vous remis à la place? Une enveloppe vide, répondit-elle. Identique à celle qui s'y trouvait. Je me doutais qu'ils l'utiliseraient pour leur mise en scène, et je ne me suis pas trompé. Le brigadier releva la tête de son ordinateur. Capitaine, tout se confirme. Sur la vidéo, on voit distinctement madame entrer dans la chambre en l'absence de sa belle-fille, sortir une enveloppe de son sac et la glisser dans la commode. Ensuite, elle sort, puis revient 5 minutes plus tard avec son fils. Il joue la comédie de la découverte. Valentine porta une main théâtrale à sa poitrine. Ma tension. Je me sens mal. Maman, arrête, dit sourdement Olivier. Il s'affaissa sur le canapé du bureau, enfouissant son visage dans ses mains. Inès les observa sans la moindre once de pitié. Combien de fois cette femme l'avait-elle humiliée, reprochant ses origines, son absence de relations mondaines? Combien de fois Olivier avait-il approuvé sa mère en silence, refusant systématiquement de prendre la défense de sa propre épouse? Et aujourd'hui, ils avaient cherché à la détruire définitivement, à la faire passer pour une voleuse. Je possède également les enregistrements audio de leur conversation, ajouta Inès, en posant un petit dictaphone sur la table. Ils y discutent des moindres détails de leur plan. Vous souhaitez écouter? Elle lança la lecture. Les voix d'Olivier et de Valentine résonnèrent, claires et distinctes. On va cacher l'argent dans sa commode, et on organisera une fouille devant témoins. On appellera la police, on dira qu'elle a forcé le coffre. Et si elle crie au complot? Qui va la croire? Elle n'a même pas de famille correcte pour la soutenir. Alors que nous avons une réputation, des contacts. Olivier, tu sais bien qu'avec Lucille, ta carrière prendrait une toute autre dimension. Son père est un élu régional, il a le bras long. Je comprends, maman, mais ça fait quand même 7 ans de mariage. 7 ans, et alors? Elle n'est rien pour toi. Tu l'as dit toi-même, tu l'as épousée sur un coup de tête, une erreur de jeunesse. Alors que Lucille t'a attendu, elle ne s'est jamais mariée. Ça, c'est le grand amour. Le capitaine stoppa l'enregistrement d'un geste de la main. Ça suffit, décréta-t-il. Monsieur, madame, mesurez-vous la gravité de votre situation actuelle? Valentine laissa échapper un sanglot. Olivier, lui, restait mutique, la tête baissée. Dénonciation calomnieuse, énuméra Moreau, impitoyable. Diffamation. Falsification de preuves. Ce sont des délits pénaux sévèrement punis par la loi. Vous risquez une peine de prison ferme. Nous pouvons retirer notre plainte, balbutia Olivier. Nous dirons que c'était une erreur, un simple malentendu. Il est trop tard, trancha Inès. Vous avez fait déplacer la police. Vous m'avez accusé de vol publiquement. Désormais, c'est une affaire pénale. Elle se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, le crépuscule enveloppait lentement la ville. Inès se remémora cette soirée, 3 jours plus tôt, où le monde s'était effondré sous ses pieds. Son cœur battant à tout rompre, ses mains tremblantes pendant qu'elle installait les caméras, la peur au ventre en transportant 200 000 € dans son sac à main. Mais elle avait tenu bon. Elle avait anticipé leurs mouvements avec une précision chirurgicale.
Madame, lui demanda le capitaine, souhaitez-vous déposer plainte officiellement? Inès se retourna, posant un regard froid sur son mari et sa belle-mère. Ils semblaient soudain si petits, si pitoyables, recroquevillés sur leurs chaises. Toute leur arrogance s'était évaporée. Naturellement, affirma-t-il, d'une voix sans appel. Je porte plainte pour diffamation, dénonciation calomnieuse, et tentative d'escroquerie au jugement. La justice fera son travail. Inès, je t'en prie, supplia Olivier d'une voix rauque. Nous sommes mariés. Tu veux vraiment m'envoyer en prison? Elle eut un sourire glacial. Et toi, ne voulais-tu pas me transformer en criminel? Détruire ma réputation, briser ma carrière, mon avenir? Sa voix se fit plus tranchante. Je suis chef comptable, Olivier. Une accusation de vol signifiait la mort professionnelle pour moi. Je n'aurais plus jamais pu travailler dans mon domaine. Y as-tu seulement pensé une seconde? Olivier resta silencieux. Eh bien, moi, j'y ai pensé, conclut Inès. J'ai pensé à moi-même. Il était temps. Moreau se leva de sa chaise. Très bien, madame. Suivez-moi, nous allons enregistrer votre plainte. Il se tourna vers les deux complices, vous restez ici. Le brigadier va récupérer les images de vidéosurveillance, elles constitueront les pièces à conviction. Je vais vous transférer tous les fichiers, précisa Inès. J'ai sauvegardé des copies sur le cloud. Elle ramassa son sac et son dossier. En passant près d'Olivier, elle marqua un temps d'arrêt. Au fait, murmura-t-elle, Lucille s'est mariée il y a 6 mois avec ce fameux fonctionnaire régional que son père lui avait présenté. Il faut croire qu'elle s'est lassée de t'attendre. Tes projets d'avenir avec une riche héritière sont donc définitivement tombés à l'eau. Olivier releva vers elle un regard où se mêlaient, à parts égales, un désespoir insondable et une haine farouche. Inès lui sourit doucement, puis se dirigea vers la sortie. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur froid. L'adrénaline redescendait enfin, et ses mains se mirent à trembler. Tout était fini. Enfin, pas tout à fait. Il y aurait les interrogatoires, le procès, la procédure de divorce. Mais le pire cauchemar était désormais derrière elle. Lorsque les policiers emmenèrent enfin Olivier et sa mère, l'appartement fut plongé dans un silence absolu. Inès se dirigea vers la cuisine, mit de l'eau à chauffer pour le thé, et s'assit lourdement. Ses mains tremblaient encore un peu, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Elle prit son téléphone et composa un numéro familier. Allô, Marie? C'est moi. Oui, tout a fonctionné comme prévu. Tu peux venir? Marie, sa meilleure amie depuis le lycée, débarqua une demi-heure plus tard, armée d'une bouteille de vin et d'une boîte de pâtisserie. Raconte-moi tout, exigea-t-elle avant même d'avoir franchi le seuil. J'aurais tellement voulu voir leur tête. Oh, je les ai bien vus, rit Inès. Valentine a failli s'évanouir quand elle a compris que j'avais tout enregistré. Elles restèrent assises dans la cuisine jusqu'au bout de la nuit. Inès lui détailla la préparation de son opération, la peur tenace de commettre une erreur fatale. Marie l'écoutait, les yeux écarquillés d'admiration. Tu es un véritable génie, souffla-t-elle. À ta place, j'aurais simplement fait mes valises et je serais partie. Et il s'en serait tiré à bon compte, rétorqua Inès en secouant la tête. Non, Marie. Ils voulaient me détruire, faire de moi une délinquante. Qu'ils répondent maintenant de leurs actes devant la loi. Le lendemain, Inès prit un nouveau jour de congé et retourna au commissariat. Elle y déposa un témoignage exhaustif, remettant l'ensemble des preuves matérielles. Le capitaine Moreau, qui recueillait sa plainte, semblait sincèrement impressionné. C'est rare de voir des plaignants aussi bien préparés, admit-il. En général, les gens arrivent submergés par l'émotion, mais sans l'ombre d'une preuve. Vous nous apportez un dossier complet. C'est mon métier d'être chef comptable, répondit simplement Inès avec un léger haussement d'épaule. Je suis habituée à tout documenter. Une semaine plus tard, le nom d'Olivier s'afficha sur l'écran de son téléphone.
Inès fixa l'appareil pendant quelques secondes, avant de décrocher. Que me veux-tu? Inès. Il faut qu'on parle, déclara la voix fatiguée de son mari. Est-ce qu'on peut se voir? Parle maintenant. Je veux que tu retires ta plainte. Ma mère aussi. Nous reconnaissons avoir fait une erreur monumentale. Divorçons à l'amiable, et oublions tout ça. Inès laissa échapper un petit rire sec et cinglant. À l'amiable? Olivier, tu voulais m'envoyer derrière les barreaux, me faire passer pour une voleuse, me dépouiller du fruit de mon travail, et aujourd'hui, tu proposes qu'on se sépare gentiment. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Son ton se teinta d'irritation. Te venger? C'est déjà fait. L'inspecteur nous a prévenu qu'on risquait de la prison avec sursis. Ma mère a 70 ans, elle a des problèmes cardiaques. Il fallait y penser avant, trancha Inès, quand vous mettiez en scène votre petite pièce de théâtre. Olivier jura, puis raccrocha brutalement. Inès rangea son téléphone, esquissant un sourire amer. Elle aurait presque pu avoir pitié de lui. Presque. La procédure de divorce fut lancée 2 semaines plus tard. L'avocat d'Olivier tenta de réclamer la moitié de l'appartement, mais Inès présenta immédiatement le contrat de mariage avec séparation de biens, qu'ils avaient signé 5 ans auparavant. À l'époque, c'était Olivier lui-même qui avait insisté pour l'établir, soucieux de protéger ses propres intérêts. L'appartement, un héritage de la grand-mère d'Inès, était sa propriété exclusive. Ironiquement, ce même contrat la protégeait aujourd'hui. Le juge, une femme d'âge mûr au regard perçant, écouta attentivement les 2 parties. Monsieur, déclara-t-elle finalement, vous faites actuellement l'objet de poursuites pénales pour tentative de falsification de preuves contre votre épouse, et vous osez réclamer la moitié de son patrimoine? Sur quel fondement exact? J'ai été son mari pendant 7 ans, balbutia Olivier. J'ai participé aux dépenses du foyer, j'ai aidé. Participer aux dépenses? Le juge se tourna vers Inès. Madame, qu'avez-vous à dire concernant la gestion du foyer? Inès ouvrit un nouveau dossier, impeccablement classé. Voici un tableau récapitulatif des dépenses des 3 dernières années. Nourriture, factures, travaux, vêtements. J'ai absolument tout financé. Voici les relevés bancaires. Olivier achetait ponctuellement ses propres cigarettes et quelques bières. J'ai également des attestations du voisinage certifiant que j'assumais seul les tâches ménagères. Voici. C'est suffisant, l'interrompit la magistrate. Le tableau est parfaitement clair. Le divorce fut prononcé, et Inès conserva l'intégralité de ses biens, de son appartement et de son épargne. Olivier repartit uniquement avec ses effets personnels, et une petite part d'un terrain appartenant à sa mère. Sur le plan pénal, l'affaire se solda par des peines de prison avec sursis, 1 an pour Olivier, et 8 mois pour Valentine, le tribunal ayant tenu compte de l'âge de la belle-mère et de leur casier judiciaire jusqu'alors vierge. L'essentiel était acquis, la mention de leur condamnation figurerait désormais sur leur casier judiciaire. 6 mois après le divorce, Inès savourait un cappuccino à la terrasse d'un café, non loin de chez elle. Sa vie avait doucement repris son cours. Elle avait redécoré l'appartement, chassant la moindre trace du passage d'Olivier, obtenu une belle promotion au travail, et s'était inscrite à des cours d'italien, un rêve de longue date. Son téléphone vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu s'afficha. Inès, c'est Lucille. Est-ce qu'on pourrait se voir? Je dois vous avouer quelque chose à propos d'Olivier. Inès fixa l'écran un long moment, puis, esquissant un léger sourire, tapa sa réponse. Lucille, je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir sur Olivier. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre mariage. Quant à lui, il appartient à mon passé, et c'est très bien ainsi. Elle envoya le message, termina son café, et s'éloigna d'un pas léger. C'était une douce soirée de mai, et la vie entière s'ouvrait devant elle. Une vie enfin libérée des mensonges et de la toxicité. L'argent. Ces 200 000 € qu'Olivier dissimulait dans son coffre. Même 6 mois après le divorce, cette question continuait de tarauder l'esprit d'Inès.
Le salaire officiel d'Olivier s'élevait à 3 500 € par mois environ. Comment avait-il pu amasser une telle somme en liquide? En tant que chef comptable, son cerveau était programmé pour déchiffrer les anomalies financières, et cet argent ne s'inscrivait dans aucune logique mathématique. Un soir, Inès rouvrit son ordinateur portable, et examina une nouvelle fois les preuves rassemblées avant son divorce, les vidéos, les enregistrements, les photos. C'est là que son regard fut accroché par un détail qui lui avait échappé. Sur l'un des clichés du coffre-fort, dans un coin, on distinguait un classeur de documents. À l'époque, elle l'avait photographié à la hâte, uniquement concentré sur les billets. En zoomant, elle parvint à déchiffrer l'étiquette sur la tranche, Chantier 15B. Son rythme cardiaque s'accéléra. Chantier 15B. Olivier était conducteur de travaux chez Bâti-Pro, une grande entreprise spécialisée dans la construction de complexes résidentiels. Et si cette montagne de cash était directement liée à son activité professionnelle? Inès fouilla dans sa mémoire. Elle avait gardé contact avec quelques anciens collègues de son mari, rencontrés lors de dîners d'entreprise. Parmi eux, Victor, un homme qui lui avait toujours semblé droit et intègre. Après la séparation, il lui avait même envoyé un message de soutien, avouant qu'il n'avait jamais porté Olivier dans son cœur, le jugeant peu scrupuleux. Elle ouvrit l'application de messagerie, commença à taper, puis s'arrêta net. C'était une approche bien trop directe, il fallait procéder avec subtilité. Le lendemain matin, Inès demanda à quitter le bureau plus tôt, et se dirigea vers les archives de l'urbanisme de la municipalité. De par sa profession, elle savait pertinemment que chaque projet de construction générait une montagne de paperasse, permis, devis, procès-verbaux de réception. Autant de documents théoriquement consultables par le public. L'employé au guichet la regarda avec une légère surprise. Le chantier 15B, pour l'entreprise Bâti-Pro, répéta-t-elle. Je vais vérifier ce que nous avons en réserve. 10 minutes plus tard, Inès s'était installée à une table de lecture, épluchant un épais dossier. Le fameux chantier 15B correspondait à un vaste complexe immobilier bâti en périphérie de la ville, livré 2 ans auparavant. Elle parcourut méthodiquement les devis, les factures, les bons de livraison. Et soudain, le déclic. Un bordereau de réception de matériaux, émis par le fournisseur, Béton Sud. Le signataire n'était autre qu'Olivier, en sa qualité de chef de chantier principal. La commande portait sur 300 tonnes de ciment, pour une valeur de 40 000 €. Inès prit discrètement une photo du document, et continua ses recherches. Quelques pages plus loin, elle dénicha un second bordereau, provenant cette fois d'un autre fournisseur. Et surprise, ce document facturait exactement la même quantité de ciment, 300 tonnes, pour le même chantier, à la même date, et portait la même signature d'Olivier. Sa respiration s'accéléra. Une double facturation. Cela signifiait l'une de ces deux choses, soit les matériaux avaient été livrés en double, ce qui était absurde, soit l'un des deux documents était un faux grossier. Le chantier s'étant achevé sans encombre, la seconde option devenait une évidence. Olivier validait de fausses réceptions de matériaux. Les fonds de l'entreprise étaient versés à un fournisseur fantôme, avant d'être vraisemblablement blanchis et redistribués aux organisateurs de la fraude. Le système classique des rétrocommissions. Inès fit des copies de l'ensemble des pièces suspectes et quitta les archives, son plan d'action déjà esquissé dans son esprit. Les 200 000 € du coffre-fort représentaient sans doute la part d'Olivier dans cette vaste escroquerie. Le soir même, elle envoya finalement un message à Victor, en prenant soin d'être évasive. « Salut Victor, comment vas-tu? Dis-moi, tu as bien travaillé sur le chantier 15B à l'époque? Tu te souviens de détails particuliers concernant ce projet? » La réponse arriva 30 minutes plus tard. « Salut Inès. Oui, j'y étais. Pourquoi cette question? » Elle mesura soigneusement chacun de ses mots. Je me rappelais simplement qu'Olivier était très stressé à cette période, il parlait de problèmes avec certains documents de livraison. Simple curiosité. Victor mit du temps à répondre. Inès voyait les points de suspension s'afficher, disparaître, puis revenir.
Écoute, je n'aime pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais il s'est passé des choses très louches sur ce chantier. Des livraisons étaient facturées, mais les matériaux n'arrivaient jamais sur le site. Je suis persuadé qu'Olivier trempait là-dedans, mais je n'ai aucune preuve. Et personne ne voulait faire de vagues pour garder sa place, tu comprends. L'adrénaline se remit à couler dans les veines d'Inès. Victor venait de confirmer toutes ses suspicions. Je comprends parfaitement. Tu penses que d'autres personnes étaient au courant? Simon, l'ingénieur en chef, était forcément dans le coup. Bizarrement, juste après la fin du chantier, il s'est offert une Porsche flambant neuve. Avec notre salaire, c'est mathématiquement impossible. Inès remercia chaleureusement Victor et ferma l'application. Le puzzle était complet. Olivier, l'ingénieur en chef, et très probablement des membres de la direction avaient mis en place un système complexe de fausses factures. Ces 200 000 € découverts dans le coffre étaient l'argent du vol. La police avait certes classé l'affaire de la dénonciation calomnieuse, et Olivier s'en était sorti avec du sursis, mais personne n'avait creusé la provenance de cet argent liquide. Pourtant, l'infraction était infiniment plus grave. Inès aurait pu tourner la page, oublier cette histoire, et profiter de sa nouvelle liberté. Mais un sentiment de justice l'obsédait. Cet argent avait été détourné. Ces malversations avaient peut-être coûté cher à des investisseurs, ou privé la collectivité de fonds essentiels. Le lendemain à la première heure, Inès contacta la brigade financière. Un officier prit l'appel. « Bonjour », commença-t-elle d'une voix rassurée. « Je souhaite signaler des faits de détournement de fonds massifs au sein de l'entreprise de construction Bâti-Pro. » Le policier l'écouta attentivement, posant des questions précises. Lorsqu'Inès mentionna les preuves documentaires issues des archives et le témoignage potentiel de Victor, elle sentit qu'elle avait capté toute son attention. « Seriez-vous en mesure de nous fournir des copies de ces documents » demanda-t-il. « Absolument. Quand puis-je passer ? » « Demain matin, à 10 heures. Je vous transmets l'adresse. » Inès nota les coordonnées et raccrocha. Elle tremblait légèrement de tension. Elle venait de franchir le point de non-retour. Le jour suivant, elle se trouvait dans le bureau du capitaine Moreau, étalant les copies des documents sur la table. L'enquêteur scrutait chaque feuillet, prenant d'abondantes notes. « Si je résume bien, votre ex-mari cachait 200 000 € en liquide à votre domicile, vérifia-t-il. »« C'est exact. J'ai pris soin de photographier chaque liasse pour en conserver les numéros de série, avant de déposer les fonds sur un compte. Voici les relevés bancaires. Les numéros correspondent parfaitement. » Moreau acquiesça, visiblement satisfait. « C'est une pièce à conviction majeure, madame. Si nous parvenons à prouver que ces liquidités proviennent des détournements, l'affaire prendra une ampleur nationale. Comment comptez-vous procéder ? Nous allons éplucher l'intégralité de la comptabilité de l'entreprise sur cette période, évaluer les flux financiers, tracer les comptes des sous-traitants. Si la mécanique est bien celle que vous décrivez, ils ont forcément laissé des traces. Les entreprises fantômes sont généralement au nom de prête-noms, et l'argent est blanchi via un circuit complexe. Mais nous savons très bien comment dénouer ces fils. » Inès ressentit un immense soulagement. Sa part du travail était achevée, le relais passait aux mains des professionnels. « Je vous remercie de votre démarche citoyenne, madame, » déclara Moreau en la raccompagnant à la porte. « Nous allons vérifier minutieusement vos allégations. Si elles s'avèrent exactes, votre ex-mari et ses complices répondront de leurs actes devant la justice pénale. » En sortant du commissariat, Inès inspira profondément l'air vif de la matinée. Paris bruissait de son agitation habituelle, les gens couraient vers leurs obligations, les terrasses des cafés se remplissaient. Son téléphone signala l'arrivée d'un message. C'était Victor. Inès, j'y ai longuement réfléchi. Si tu es vraiment décidé à faire la lumière sur le chantier 15B, je suis prêt à témoigner officiellement. Je ne veux plus fermer les yeux. C'est malhonnête. Le sourire aux lèvres, elle répondit. Merci, Victor. J'ai déjà alerté la brigade financière. S'ils te contactent, sois prêt à dire toute la vérité.
Tu as pris la bonne décision. Entendu. Tiens-moi au courant, répliqua-t-il instantanément. Inès glissa son téléphone dans son sac à main, et s'engouffra dans la bouche de métro. C'était une journée de travail tout à fait classique qui l'attendait, mais au fond de son cœur résidait une paix immense, la certitude inébranlable d'avoir agi avec justesse. Olivier était persuadé que le plus gros de la tempête était passé. Un simple sursis, un divorce prononcé, la perte de quelques avantages financiers. Il ignorait totalement que la véritable descente aux enfers ne faisait que commencer. Le capitaine Moreau, de la brigade financière, était un homme d'une quarantaine d'années, doté d'un regard perçant et de la fâcheuse habitude de tapoter son stylo sur le bureau lorsqu'il réfléchissait. Il examina le volumineux dossier apporté par Inès, s'adossa à son siège, et la fixa avec un intérêt non dissimulé. « Êtes-vous bien consciente que vous ouvrez là la boîte de Pandore ?» demanda-t-il d'une voix posée. « Si vos déductions sont exactes, les répercussions frapperont bien au-delà de la personne de votre ex-mari. » J'en ai parfaitement conscience, assura Inès avec fermeté. Je refuse de fermer les yeux sur un tel délit, d'autant plus que cet argent volé devait servir à me faire condamner. Moreau hocha la tête, approbateur. Très bien, nous lançons l'instruction. Mais sachez que ce type d'investigation s'étale souvent sur de longs mois, et nous devrons vous auditionner comme témoin clé à plusieurs reprises. J'y suis prête. Inès se leva, envahie par un soulagement indicible. Elle avait accompli son devoir. Les 2 semaines qui suivirent furent empreintes d'une attente fébrile. Inès reprit le rythme de son entreprise, s'efforçant d'éloigner cette affaire de son esprit, bien que chaque sonnerie de téléphone la fît tressaillir. Au bureau, ses collègues l'entouraient d'une curiosité bienveillante, mais prudente. Les rumeurs concernant son divorce tumultueux bruissaient déjà dans les couloirs, sans que quiconque n'en connaisse les détails sordides. Victor venait parfois dans son bureau, prétextant des questions techniques, mais Inès lisait l'anxiété dans ses yeux. « Tu es certaine d'avoir fait le bon choix ?» lui murmura-t-il un jour, après avoir clos la porte. « Olivier. Il connaît du beau monde, des gens haut placés. » Raison de plus pour confier le dossier à la police, rétorqua Inès, d'un ton égal. Tout doit se régler dans le respect strict de la loi. Victor secoua la tête, mais s'abstint de tout commentaire supplémentaire. L'appel tant attendu du capitaine Moreau tomba un vendredi soir, alors qu'Inès rangeait ses affaires. Nous devons nous entretenir, déclara le policier, sans préambule. Demain, si votre emploi du temps le permet. J'ai du nouveau. Le cœur d'Inès bondit dans sa poitrine. Quelles sont les nouvelles? Il est préférable d'en discuter de vive voix. Rejoignez-moi demain à 10 heures, à l'adresse habituelle. La nuit lui parut interminable. Inès se tournait et se retournait dans son lit, ressassant toutes les hypothèses possibles. La police avait-elle confirmé la fraude, ou l'affaire s'était-elle effondrée faute de preuves? Le lendemain, elle se présenta au commissariat avec 15 minutes d'avance. Moreau l'accueillit dans le couloir et la conduisit, non pas dans son bureau habituel, mais dans une salle de réunion isolée. Un autre homme l'y attendait, plus âgé, les tempes grisonnantes, arborant les galons de commandant. « Madame, je vous présente le commandant Leroy », introduisit Moreau. « Il dirige l'ensemble de notre enquête. » Leroy lui indiqua un siège. « Je tiens à vous remercier pour votre démarche, madame, » entama-t-il avec solennité. « Les éléments que vous nous avez confiés se sont avérés déterminants. Nous avons audité le chantier 15B, ainsi que 3 autres projets dirigés par votre ex-mari. Le bilan est tout simplement sidérant. » Il ouvrit un dossier, et étala sur la table des tableaux et des graphiques complexes. Sur les 3 dernières années, plus d'1 200 000 € ont été siphonnés via des sociétés écrans, poursuivit Leroy. Le mécanisme était rudimentaire, mais redoutablement efficace. Il gonflait artificiellement les volumes de matériaux livrés, la comptabilité validait les paiements, et les fonds filaient vers des entreprises éphémères. L'argent y était blanchi, puis dispatché entre les membres du réseau. Inès sentit un frisson lui glacer le sang. Plus d'1 million d'euros. L'ampleur de la fraude dépassait l'entendement. Olivier.
A-t-il orchestré tout cela seul, parvint-elle à articuler. Non. Moreau secoua la tête. Il constituait un maillon essentiel, mais pas le cerveau. Le réseau impliquait 4 acteurs principaux, votre ex-mari, l'ingénieur Simon, la responsable des achats Camille, et... Il marqua un silence pesant, le directeur des opérations, Sylvain. Ce dernier nom la frappa avec la violence d'un uppercut. Sylvain était l'un des cadres dirigeants historiques de Bati-Pro, un homme dont la probité semblait inattaquable, présent dans la société depuis 15 ans. C'est impossible, murmura Inès. Monsieur Sylvain. Les preuves sont irréfutables, coupa sèchement le roi. Traçabilité bancaire, témoignages sous serment, écoute téléphonique. Sylvain était le chef d'orchestre. C'est lui qui recrutait, attribuait les rôles, et veillait à la répartition du butin. Le regard d'Inès glissa sur les documents, les chiffres dansant devant ses yeux. Olivier n'était donc qu'un pion, un simple exécutant sur l'échiquier d'un autre. Toutefois, cela n'effaçait en rien sa culpabilité. Et maintenant, que va-t-il se passer, sans qu'elle ? Nous finalisons les interpellations, déclara Moreau. Les 4 suspects seront placés en garde à vue dans les prochaines 24 heures. Une information judiciaire est ouverte pour escroquerie en bande organisée, un crime passible de 10 ans d'emprisonnement ferme. Vous aurez besoin de ma déposition officielle ? Oui. Par ailleurs, le roi la fixa intensément, les 200 000 € saisis dans le coffre seront confisqués en tant que produit de l'infraction. Inès acquiesça, sereine. Elle n'avait jamais caressé l'espoir de conserver ce pécule. La justice, seule, importait. Quand dois-je me rendre disponible pour la déposition ? Vous recevrez une convocation officielle la semaine prochaine. En franchissant les portes de la préfecture, Inès fut submergée par un curieux mélange de délivrance et de vide intérieur. La page était tournée. Olivier allait payer pour ses crimes, et ce, bien au-delà de sa tentative minable de la piéger. Valentine verrait son fils croupir derrière les barreaux pour de longues années. Et Inès, quant à elle, pourrait enfin écrire un nouveau chapitre de son existence. Pourtant, elle ne sautait pas de joie. Il ne subsistait qu'une profonde lassitude, et l'amertume d'avoir partagé la vie d'un parfait inconnu pendant tant d'années. Dès le lundi matin, l'onde de choc des arrestations ravagea l'entreprise. La brigade financière avait fait irruption aux aurores, avant même l'ouverture des bureaux, emmenant Sylvain sous bonne escorte. Simon et Camille avaient été cueillis directement sur leur chantier. Olivier, lui, avait été arrêté au domicile de sa mère, où il avait trouvé refuge après la séparation. Dans les couloirs, les employés, incrédules, chuchotaient par petits groupes. La chute de Sylvain, le directeur respecté de tous, semblait irréelle. La rumeur enflait, l'entreprise, frappée de plein fouet, risquait le dépôt de bilan et les licenciements massifs. En début d'après-midi, on frappa discrètement à la porte d'Inès. Monsieur Mercier, le président directeur général, apparut sur le seuil. C'était un homme de grande stature, aux cheveux blancs, dont le visage portait les stigmates de la fatigue. « Inès, je peux entrer ?» Étonnée par cette visite inopinée, elle se leva précipitamment de son fauteuil. « Bien sûr, monsieur Mercier, je vous en prie. » Le PDG referma la porte et s'assit pesamment sur la chaise réservée aux visiteurs. « Je suis au courant que c'est vous qui avez alerté les autorités, » attaqua-t-il sans détour. « Le capitaine Moreau m'en a informé ce matin. Je tenais à vous exprimer ma gratitude. Sans votre intervention, cette hémorragie financière aurait continué, et les dégâts auraient pu nous être fatals. » Prise au dépourvu, Inès resta interdite, ne s'attendant nullement à des remerciements. « Je n'ai fait que mon devoir, » finit-elle par balbutier. Beaucoup auraient choisi de regarder ailleurs, rétorqua Mercier, hochant la tête, d'autant plus que cela impliquait votre ex-mari. Il fallait un courage exemplaire. Il tourna le regard vers la fenêtre, l'air songeur, avant de la fixer à nouveau. L'entreprise se relèvera de ce séisme. Nous allons lancer un audit interne impitoyable. Renforcer drastiquement nos processus de contrôle, et redorer notre blason. Mais pour cela, il me faut une garde rapprochée d'une loyauté absolue.
Des gens intègres, droits dans leurs bottes. Il la regarda droit dans les yeux. Je vous propose le poste de directrice financière, avec les prérogatives et la rémunération qui l'accompagnent. Inès resta pétrifiée, incapable d'en croire ses oreilles. Mais je ne suis que chef comptable. L'expérience risque de me manquer. L'honnêteté et l'esprit d'analyse, voilà ce qui prime, la coupe à Mercier. L'expérience s'acquiert sur le terrain. Prenez quelques jours pour réfléchir à ma proposition, et donnez-moi votre réponse la semaine prochaine. Après son départ, Inès demeura longuement immobile, abasourdie par la tournure des événements. Son existence se métamorphosait à une vitesse vertigineuse. Un mois auparavant, elle n'était qu'une épouse meurtrie, que son mari et sa belle-mère tentaient d'escroquer et d'envoyer en prison. Aujourd'hui, libre, lavé de tout soupçon, on lui offrait une promotion inespérée. La vie, décidément, excellait dans l'art des rebondissements. Inès, désormais confortablement installée dans son nouveau bureau de directrice financière, au 8e étage, contemplait Paris à travers l'immense bail vitré. 3 mois s'étaient écoulés depuis le démantèlement du réseau d'Olivier. 3 mois qui avaient transfiguré son destin. La pièce était vaste, inondée de lumière, meublée avec élégance autour d'un grand bureau en bois sombre. Encadré sur le mur, son diplôme de formation continue trônait fièrement, elle qu'il avait obtenu 1 an plus tôt dans l'indifférence générale. À l'époque, personne n'avait salué sa soif d'évolution professionnelle, et encore moins Olivier, qui s'en moquait ouvertement, estimant que la place d'une femme se résumait à la cuisine et au repassage de ses chemises. Le vibreur de son smartphone l'attira de ses rêveries. C'était un SMS de son avocat, le verdict était tombé. 7 ans de réclusion criminelle pour Olivier. Ses acolytes écopaient de peine allant de 5 à 8 ans. Quant à Valentine, son sursis avait été révoqué et transformé en prison ferme, 2 ans d'incarcération pour complicité et entrave à l'exercice de la justice. Inès expira lentement. L'issue était prévisible, mais son cœur se serra malgré tout. Ce n'était nullement de la pitié pour son ancien mari, ce sentiment l'avait déserté depuis bien longtemps. C'était simplement le point final à poser au chapitre le plus sombre de son existence. L'image de leur dernière confrontation, 2 semaines plus tôt au palais de justice, rejaillit dans sa mémoire. Olivier, tassé sur le banc des accusés, le visage creusé, l'œil terne. Leurs regards s'étaient croisés, et il avait été le premier à détourner les yeux. Dans le public, Valentine avait tenté de hurler des invectives à son encontre, avant d'être évacuée manu militari par les forces de l'ordre. Inès, la réunion avec le PDG commence dans un quart d'heure, annonça la voix de sa secrétaire, via l'interphone. C'est noté, merci Marine. Elle ouvrit le lourd dossier sur lequel elle planchait depuis 48 heures. L'onde de choc des détournements avait gravement fragilisé Batipro. Un gouffre financier de plus d'1 million d'euros, couplé à une image de marque sévèrement écornée, avait poussé plusieurs clients historiques à douter de la solvabilité de l'entreprise. Mais Inès, fidèle à sa nature combative, avait élaboré un plan de sauvetage redoutable. Après avoir scrupuleusement audité l'ensemble des transactions, elle avait repéré et bloqué in extremis d'autres mouvements suspects. En renégociant âprement les contrats avec les sous-traitants, elle venait de faire économiser 300 000 € à la société pour le trimestre en cours. Monsieur Mercier, un patron de la vieille école, au regard perçant sous ses cheveux gris, l'avait initialement jaugé avec prudence. Le traumatisme des arrestations était encore vif. Toutefois, les résultats parlaient d'eux-mêmes. En l'espace de 3 mois, sous l'impulsion d'Inès, la rentabilité avait fait un bond de 20%. Elle réunit ses fiches, rajusta son élégant tailleur bleu marine, et se dirigea vers la salle du conseil. Dans le couloir, elle croisa Anne, la responsable du service juridique, qui l'avait épaulée sans faille depuis ses débuts à la direction. Alors, Inès, prête pour le grand oral, s'enquit Anne en lui emboîtant le pas. Plus que jamais. J'ai une stratégie infaillible pour récupérer notre plus gros client. L'état-major de l'entreprise était déjà réuni autour de la vaste table de réunion. Monsieur Mercier, assis en bout de table, parcourait distraitement des rapports. À l'entrée d'Inès, il leva les yeux et l'invita d'un signe de tête à prendre place à sa droite. Bien,
Messieurs, déclara le PDG. L'ordre du jour concerne notre plan de sortie de crise. Je cède la parole à Inès, qui nous a préparé un exposé détaillé. Je vous écoute. Inès alluma le vidéoprojecteur, et la première diapositive apparut. Merci de votre attention. Comme vous ne l'ignorez pas, le récent scandale a profondément entamé la confiance de nos partenaires. La rupture des pourparlers avec Bati Invest est notre point noir actuel, ce qui représente une perte sèche de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Un murmure réprobateur parcourut l'Assemblée. Les chiffres étaient connus de tous, mais leur rappel faisait l'effet d'une douche froide. Néanmoins, enchaîna-t-elle, en passant à la diapositive suivante, je me suis longuement entretenu avec mon homologue chez Bati Invest. Le cœur du problème n'est pas le scandale en lui-même, mais l'opacité de nos flux financiers. Ils redoutent qu'une collaboration avec nous ne les expose à des contrôles fiscaux ou à des enquêtes de police. Et qu'avez-vous mis sur la table, l'interrogea Mercier, se penchant en avant, soudain captivé. Une transparence financière absolue. J'ai conçu une interface sécurisée, permettant au client de suivre en temps réel la comptabilité de son chantier. Chaque euro dépensé, chaque facture émise est traçable. En complément, je propose d'instaurer un audit trimestriel, réalisé par un cabinet indépendant, et financé sur nos propres deniers. Mais c'est un budget colossal, protesta immédiatement le directeur commercial. Sur la première année ? Indéniablement, concéda Inès. L'implémentation du logiciel et les honoraires des auditeurs nous coûteront environ 200 000 euros. Cependant, la signature de Bati Invest rentabilisera cet investissement dès le premier trimestre. À plus long terme, cet outil deviendra un atout majeur face à la concurrence. C'est une garantie de probité infaillible que nous pourrons brandir devant chaque nouveau prospect. Le PDG se renversa dans son fauteuil de cuir, pianotant pensivement sur la table. C'est audacieux. Très audacieux. Quelle a été la réaction de Bati Invest ? Ils sont ouverts à une reprise des négociations. Mieux encore, si ce protocole est opérationnel d'ici 30 jours, ils s'engagent sur un contrat de 2 ans, au lieu d'un seul. Un silence admiratif plana dans la salle. Chaque cadre mesurait la portée de l'annonce. Finalement, un franc sourire illumina le visage de Monsieur Mercier. Inès, vous êtes décidément pleine de ressources. Le projet est validé. Fournissez-moi un rétroplanning de déploiement d'ici vendredi. De retour dans son bureau, Inès ressentit une fatigue heureuse. La journée avait été éreintante, mais couronnée de succès. Elle se servit une tasse de thé brûlant, et laissa son regard vagabonder par la fenêtre. Le destin possédait une ironie singulière, balayant les certitudes pour rebâtir sur de nouvelles fondations. Elle avait certes perdu un mari corrompu et une belle-mère tyrannique, mais y avait gagné une reconnaissance professionnelle éclatante et un poste passionnant. Le soir venu, Inès se détendait sur le canapé de son salon, lorsqu'elle reçut un message d'Anne, la juriste. « Coucou Inès, j'allais oublier. La rédaction du magazine L'Économiste français nous a contactés. Ils souhaitent publier un portrait de toi, racontant comment tu as démantelé la fraude et sauvé la boîte du naufrage. Serais-tu d'accord pour une interview ? » Inès hésita. Se mettre en avant médiatiquement n'avait jamais été dans sa nature. Toutefois, son témoignage pourrait résonner chez d'autres femmes, captives de situations similaires. C'était l'occasion de prouver qu'il est toujours possible de s'extraire de l'abîme, à condition de garder la tête froide et d'agir avec détermination. Elle répondit rapidement. C'est d'accord. On cale ça demain. Quelques jours plus tard, Inès trônait dans son bureau baigné de lumière, contemplant les toits parisiens. L'affaire Olivier remontait à 3 mois, et la sérénité était revenue au sein de l'entreprise. Le bruit médiatique s'était dissipé, le carnet de commandes se remplissait de nouveau. La justice avait été rendue, son honneur lavé, et ses compétences récompensées. Pourtant, un vide indéfinissable persistait au fond de son âme. Posée devant elle, trônait la 3e relance du mois envoyée par la rédaction de La Parisienne. La journaliste insistait lourdement pour obtenir un entretien,
désireuse de partager son parcours avec ses innombrables lectrices. Votre résilience peut devenir une source d'inspiration pour toutes les femmes confrontées à l'injustice, plaidait-elle dans son courrier. Inès effleura le papier glacé de la lettre. Il fut un temps où elle aurait décliné l'offre sans la moindre hésitation, mais aujourd'hui. Inès, vous avez de la visite, grésilla la voix de l'assistante dans l'interphone. Qui est-ce? C'est d'ordre privé, m'a-t-elle dit. Une certaine Lucille. Inès se figea. Lucille, la fameuse camarade d'université d'Olivier, l'élément déclencheur de toute cette effroyable machination. Son premier réflexe fut de la faire éconduire, mais la curiosité l'emporta. Faites-la entrer. La porte s'ouvrit sur une femme de 35 ans, vêtue d'un élégant tailleur gris. Ses cheveux blonds étaient noués en un chignon strict, son maquillage était impeccable, mais son regard trahissait une immense fatigue, et un profond sentiment de honte. Bonjour, balbutia-t-elle en s'arrêtant sur le pas de la porte. Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. D'un geste, Inès l'invita à s'asseoir face à elle. Lucille obéit, les mains crispées sur son sac à main. Je ne sais pas vraiment par où commencer, dit-elle en s'humectant les lèvres, nerveuse. Par des excuses, certainement, même si j'ai bien conscience que ça ne réparera rien. Pourquoi êtes-vous venu? L'interrogea Inès, sans détour. J'ai tout découvert il y a seulement un mois, s'empressa de justifier Lucille. Lorsqu'Olivier m'a appelé depuis la prison, il a tout déballé, ce qu'il avait fait, ce qu'il prévoyait de faire. Il m'a avoué que j'étais l'une des pièces maîtresses de son échiquier, à mon insu. Intriguée, Inès s'enfonça dans son fauteuil. La femme face à elle paraissait sincère, mais après les épreuves traversées, Inès n'accordait plus sa confiance aveuglément. Je vous écoute. Olivier m'a retrouvée sur les réseaux sociaux. Il m'a proposé de boire un verre, pour ressasser nos souvenirs d'étudiants. J'ai accepté sans arrière-pensée, nous étions amis à l'époque. On s'est revus plusieurs fois, on discutait de tout et de rien au café. Il se plaignait de son quotidien, de son travail, il prétendait que sa femme ne le soutenait plus. Inès ne put réprimer un sourire ironique. Le scénario classique. En effet, acquiesça Lucille. J'ai été d'une naïveté confondante. Ces petites attentions me flattaient. Je venais de divorcer, la solitude me pesait. Lorsqu'il m'a fait comprendre que nous pourrions bâtir quelque chose ensemble, j'ai succombé. Mais jamais il n'a abordé la question du divorce de cette manière, il ne m'a jamais parlé d'un quelconque plan pour vous ruiner. Je croyais sincèrement que c'était. Elle chercha ses mots. Une passade, une histoire sans lendemain, qui s'éteindrait d'elle-même. Et puis, il s'est volatilisé. Plus de réponses à mes appels, profil bloqué sur les réseaux. J'ai cru qu'il avait fait machine arrière, qu'il était retourné auprès de son épouse. J'étais blessée, mais je m'en suis fait une raison. Or, 2 mois plus tard, un certain Hugo m'a contacté. Il s'est présenté comme un proche d'Olivier, m'a annoncé qu'Olivier avait eu un grave accident de voiture, et m'a supplié de venir à l'hôpital. Inès tendit l'oreille, captivée. Je me suis précipitée dans l'établissement qu'il m'avait indiqué, mais point d'Olivier. Seulement ce fameux Hugo. Il s'agissait en réalité d'un inspecteur de police. Il m'a dévoilé toute la vérité, la machination, la fausse accusation, et comment Olivier s'était servi de moi comme alibi pour justifier son divorce. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Lucille tira un mouchoir de son sac pour éponger une larme. Inès remarqua le tremblement de ses mains. L'inspecteur m'a demandé si j'acceptais de témoigner à charge. J'ai dit oui. Mais mon témoignage s'est avéré superflu, votre dossier était déjà accablant. Par la suite, j'ai épousé Hugo. L'inspecteur de police, s'étonna Inès, stupéfaite. Lucille esquissa un pâle sourire. Il prenait régulièrement de mes nouvelles après la clôture de l'enquête, pour s'assurer que je tenais le coup. Nous avons commencé à nous fréquenter. C'est un homme d'une grande intégrité, droit, honnête. Tout l'inverse d'Olivier. Nous nous sommes mariés le mois dernier.
Toutes mes félicitations, répondit froidement Inès. Mais vous éludez toujours ma question, qu'êtes-vous venu faire ici? Lucille se leva, se dirigea vers la grande baille vitrée, et contempla Paris en silence. Je suis venue vous exprimer ma gratitude, dit-elle enfin, le dos tourné. Vous m'avez empêché de commettre l'erreur de ma vie. Si le complot d'Olivier avait fonctionné, s'il avait réussi à divorcer pour se jeter dans mes bras, j'aurais uni mon destin à un délinquant, un monstre capable d'anéantir la femme qui partageait sa vie. Tôt ou tard, il m'aurait sacrifié à mon tour. Elle se retourna, le visage inondé de larmes. Hugo m'a raconté votre sang-froid, la façon dont vous avez anticipé chacun de leurs coups. N'importe quelle femme aurait sombré dans la panique ou la dépression. Vous avez fait preuve d'une force de caractère extraordinaire, et je tenais à vous le dire, les yeux dans les yeux. Émue malgré elle, Inès se leva et rejoignit Lucille près de la fenêtre. Vous savez ce qui est le plus effroyable dans toute cette histoire, chuchota-t-elle. Ce n'est ni la trahison, ni le complot financier. C'est de réaliser que je n'ai rien vu venir. L'homme a changé, ou bien le masque est tombé, et je n'y ai vu que du feu. 8 ans de vie commune. 8 années durant lesquelles j'étais persuadée de connaître l'homme qui dormait à mes côtés. Vous n'y êtes pour rien, murmura Lucille en effleurant son bras. La vraie nature des gens se révèle face à la tentation, l'appât du gain les transforme. Elles restèrent longuement silencieuses, côte à côte face à la ville. Allez-vous accorder cette interview au magazine, demanda soudain Lucille. Comment êtes-vous au courant? C'est Hugo qui me l'a glissé. Une de ses relations travaille à la rédaction, elle s'est plainte de vos refus catégoriques. Inès saisit la lettre d'invitation posée sur le bureau. J'hésite encore. Étaler ma vie privée sur la place publique ne m'enchante guère. Cela pourrait être d'une grande utilité, insista doucement Lucille. Tant de femmes sont prisonnières de maris toxiques, elles subissent en silence, tétanisées par la peur de l'inconnu. Raconter votre victoire, c'est leur prouver qu'il existe une issue, et que la justice n'est pas un vain mot. Inès laissa infuser l'idée. Lucille ne manquait pas d'arguments. Si son calvaire pouvait servir de bouée de sauvetage à d'autres, pourquoi se taire? Je vais y songer sérieusement, promit-elle. Lucille acquiesça d'un signe de tête et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. Encore un détail. Olivier m'a chargé de vous transmettre un message. Elle hésita. Il dit qu'il regrette, et que vous étiez la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il est un peu tard pour les regrets, trancha Inès, glaciale. C'est exactement ce que je lui ai répondu. Lucille lui offrit un sourire mélancolique. Bonne route, Inès. Vous avez amplement mérité d'être heureuse. Une fois seule, Inès regagna son bureau, empoigna le téléphone et composa le numéro de la rédactrice en chef. Bonjour, Inès à l'appareil. Concernant la parution, j'accepte. Toutefois, j'impose une condition, l'article ne doit pas se limiter au récit d'une trahison. Nous devons impérativement aborder les moyens d'autodéfense dont disposent les femmes, l'indépendance financière, les droits juridiques, et les signaux d'alarme pour ne plus être des victimes. À l'autre bout du fil, la voix de la journaliste vibra d'enthousiasme. C'est fantastique. C'est exactement l'angle éditorial que nos lectrices plébiscitent. Quand pouvons-nous planifier l'entrevue? Le rendez-vous pris, Inès raccrocha et posa à nouveau son regard sur la ville. Paris s'étendait à perte de vue, vibrante de vie et de promesses. Loin d'ici, dans une cellule exiguë, Olivier payait le prix fort pour sa cupidité. Valentine purgeait sa peine dans une prison pour femmes. Et Inès, elle, volait enfin de ses propres ailes. Émancipée des relations destructrices, des mensonges pathologiques, et des parasites qui s'abreuvaient de sa générosité. Le monde lui appartenait. L'entretien fut programmé le mardi suivant, dans un salon de thé feutré, situé à 2 pas du siège social. Arrivée avec un quart d'heure d'avance, Inès commanda un café. L'anxiété la gagnait, bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé.
Terrasser ses adversaires dans un prétoire était une chose, mais disséquer ses traumatismes intimes face à une parfaite inconnue en était une autre. La journaliste, Hélène, une femme d'une quarantaine d'années au regard chaleureux et au sourire rassurant, s'installa face à elle et s'efforça d'emblée de détendre l'atmosphère. Inès, j'imagine à quel point l'exercice est difficile. Sentez-vous libre d'interrompre l'entretien à tout instant si l'émotion vous submerge. Mon but n'est en aucun cas de faire dans le sensationnalisme, mais de décrypter les mécanismes de l'emprise, afin d'aider nos lectrices à fuir le danger. Inès acquiesça, rassérénée, et but une gorgée de café. Ces mots posés agirent comme un baume apaisant. Par où tout cela a-t-il commencé ? Interrogea Hélène, avec douceur, en enclenchant son dictaphone. Inès replongea dans cette fameuse soirée, cette conversation volée derrière une porte entr'ouverte, ce frisson glacial lui remontant le long de l'échine lorsqu'elle comprit que les deux êtres censés l'aimer ourdissaient sa perte. Elle narra cette longue nuit d'insomnie, couchée près de cet homme qui n'était plus qu'un traître, s'interrogeant sur sa propre cécité. « Vous voulez savoir ce qui m'a fait le plus mal ?» confia Inès, la voix vibrante d'une sincérité désarmante. « Ce n'est pas le coup de poignard dans le dos. C'est l'effroyable lucidité d'avoir bâti ma vie sur une illusion. Cette année dédiée à un mariage qui n'était qu'une vaste supercherie. J'aimais passionnément un homme qui n'existait que dans mon imagination. » Hélène hochait la tête, prenant des notes frénétiques. « Cependant, vous n'avez pas sombré dans la folie, ni dans le désespoir. Comment avez-vous gardé le cap ?» Inès prit le temps de réfléchir. « Ma déformation professionnelle, très certainement. En tant que comptable, mon cerveau est formaté pour analyser des données et anticiper les risques de faillite. J'ai actionné un interrupteur mental. Les pleurs et les larmes, ça serait pour plus tard. Dans l'immédiat, j'avais besoin d'un plan de bataille. Les caméras, la traçabilité des billets, la sécurisation des fonds bancaires. Vous avez mis tout cela sur pied en une seule nuit ? Une nuit de réflexion et une journée d'action. J'ai posé un jour de congé, en prétextant une vilaine migraine, ce qui, techniquement, n'était pas un mensonge. Inès eut un rire sans joie. J'ai rédigé une liste de tâches, froidement, et j'ai coché les cases les unes après les autres. Hélène posa son stylo, la scrutant avec une admiration manifeste. N'aviez-vous pas la terreur de commettre une erreur fatale ? Si un seul rouage avait grippé ? J'étais terrorisée. Inès passa nerveusement une main dans ses cheveux. Mais l'enjeu était vital, je n'avais pas de seconde chance. Si je me laissais prendre de vitesse, ils anéantissaient mon existence. Perquisition, garde à vue, casier judiciaire. Je perdais mon emploi, ma dignité, l'intégralité de mon patrimoine. Olivier obtenait un divorce pour faute, raflait la mise, et partait filer le parfait amour avec Lucille. Lucille. Hélène consulta son calepin. Cette fameuse amie de faculté. J'ai cru comprendre qu'elle était venue vous présenter ses excuses. Inès confirma de la tête. Oui, une démarche assez surréaliste. En larmes, elle m'a juré qu'Olivier l'avait menée en bateau. Il lui avait garanti que c'était moi qui réclamais le divorce, que notre couple était mort depuis des lustres. Lucille, apparemment, buvait ses paroles. Avez-vous cru à sa version des faits ? Inès laissa échapper un soupir dubitatif. C'est possible. Il l'a sans doute manipulée avec la même aisance que moi, mais l'ignorance ne dédouane personne. C'est une adulte. Un simple coup de téléphone pour clarifier la situation aurait suffi, mais il est toujours plus confortable de se bercer d'illusions. L'avez-vous pardonné ? J'ai entendu ses regrets, nuança Inès, pesant ses mots. Mais lui accorder mon pardon, c'est hors de question. Je ne lui dois strictement rien. Le passé est derrière moi, j'avance. Hélène acquiesça, approuvant la démarche. Abordons le cas de votre belle-mère. Valentine a écopé de 2 ans fermes. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Les traits d'Inès se durcirent. C'est une sanction méritée, voire clémente. Cette longues années à subir son fiel au quotidien. Ses remarques désobligeantes, son despotisme, son intrusion maladive dans mon intimité.
Je rongeais mon frein pour préserver mon mariage, pendant qu'elle. Inès serra convulsivement la anse de sa tasse. C'était elle, le cerveau de l'opération. L'idée de glisser l'enveloppe dans ma commode venait d'elle. Olivier n'a fait que suivre les consignes. C'est un paramètre fondamental, souligna la journaliste. La toxicité des belles-mères. D'innombrables femmes subissent ce fléau en silence, paralysées. Le silence est le pire des ennemis, affirma Inès avec force. Je m'illusionnais en pensant préserver la paix des ménages. En réalité, je légitimais son manque de respect chronique. Et Olivier, voyant que j'encaissais les coups sans broncher, en a déduit que j'étais une cible facile, malléable à merci. La pose de limites claires est donc primordiale dès le départ ? Immédiatement. Exiger le respect n'a rien à voir avec l'égoïsme, c'est une question de survie. Inès marqua une pause. Le grand enseignement de ce cauchemar, c'est que l'amour véritable n'exige jamais de s'anéantir soi-même. Un homme qui vous aime sincèrement ne vous demandera jamais de sacrifier votre amour-propre sur l'autel de son confort. Hélène grattait le papier avec ferveur, suspendu à ses lèvres. Décrivez-moi l'instant de l'intervention policière. Vous avez éclaté de rire. Une réaction assez atypique, n'est-ce pas ? Pour la première fois depuis le début de l'interview, Inès rit de bon cœur. C'était une véritable catharsis. Comprenez bien, j'avais vécu 3 jours en apnée totale, attendant l'estocade finale. Et le moment de vérité éclate. Valentine paradant comme une reine, Olivier simulant l'indignation du mari bafoué. Et moi, je savais que j'avais la main gagnante, vidéo, cliché des billets, reçu bancaire à mon nom. Ils croyaient me pousser dans le précipice, alors qu'ils avaient eux-mêmes creusé leur propre tombe. Vous n'aviez pas peur que les enquêteurs ne vous croient pas ? Si, terriblement, avoua Inès en toute franchise. Mais mes preuves étaient irréfutables, mathématiques. Les enregistrements de ma belle-mère cachant l'enveloppe, le dépôt en banque antidaté, l'identification formelle des numéros de série. Et quand la provenance douteuse de ces liasses a été établie. C'est là que le rapport de force s'est définitivement inversé. Olivier est devenu livide. Il a percuté que la petite machination familiale venait de muter en un crime économique majeur. Hélène se servit un verre d'eau de la carafe. Plus d'1 million d'euros évaporés via des sociétés fantômes. Qu'est-ce qui vous a mise sur cette piste ? Les mathématiques. Olivier gagnait confortablement sa vie, mais pas au point de stocker 200 000 euros en petites coupures dans son placard. L'origine des fonds était donc nécessairement frauduleuse. S'il les gardait au chaud, c'est qu'il était incapable de les déposer en banque. Par peur du contrôle de Tracfin ? Évidemment. Il ne pouvait pas justifier un tel apport financier. Inès avait repris son ton professionnel et tranchant. J'ai donc épluché les archives municipales, et mis au jour des incohérences colossales dans les livraisons de béton sur les chantiers gérés par mon ex-mari. Un véritable travail de détective privé. J'ai fait ce que je fais de mieux, faire parler les chiffres. Eux, au moins, ne mentent pas, contrairement aux êtres humains. La pointe d'amertume dans sa voix n'échappa pas à la journaliste. Où en êtes-vous émotionnellement aujourd'hui ? Les procès, les condamnations, l'agitation médiatique. Inès chercha ses mots avec soin. C'est une convalescence. Vous êtes guéri d'une grave infection, mais le corps reste fragile. La colère surgit parfois, la mélancolie aussi. Je ne pleure pas la perte d'Olivier, je pleure la jeunesse que j'ai sacrifiée à chérir un mirage. Elle tourna son regard vers la rue, fouettée par une pluie d'automne ininterrompue. Mais la sensation dominante, c'est l'immense soulagement, et une certaine fierté. Je n'ai pas baissé les bras, j'ai lutté, et j'ai survécu. Cela n'a pas de prix. Vous avez des projets pour la suite ? Plein de projets. Inès se redressa, lumineuse. Ma carrière est en plein essor. Mon poste de directrice financière me comble, je pilote des dossiers passionnants. C'est la vie qui reprend ses droits, glissa doucement Hélène. Une existence enfin saine et équilibrée. Exactement. J'apprends à m'écouter, à assumer mes choix, sans chercher l'approbation de qui que ce soit,
et sans m'oublier au passage. Hélène coupa son enregistreur et referma son carnet. Je vous remercie infiniment pour votre sincérité, Inès. En aparté, quel message final souhaiteriez-vous adresser aux femmes sous emprise? Inès répondit du tac au tac. Écoutez toujours votre petite voix intérieure. Si une situation vous paraît anormale, c'est qu'elle l'est. Ne minimisez jamais les signaux d'alerte, cessez de trouver des excuses à ceux qui vous méprisent. Et par-dessus tout, ayez systématiquement un parachute de secours, un compte bancaire à votre nom, des copies de vos documents importants. Espérez le meilleur, mais soyez toujours blindés pour affronter le pire. Elles se quittèrent sur le pas du café. La pluie s'était intensifiée, Inès déploya son parapluie. En marchant vers sa voiture, elle mesura le chemin parcouru. Un an auparavant, jamais elle n'aurait eu l'audace de s'épancher dans la presse, terrifiée par le jugement d'autrui, honteuse de son échec conjugal. Aujourd'hui, l'opinion publique lui importait peu. Elle détenait sa vérité, éclatante et irréfutable. Si son combat permettait à ne serait-ce qu'une seule femme d'ouvrir les yeux et de briser ses chaînes, alors les larmes et les angoisses n'auraient pas été vaines.